À 3 heures du matin, ma sœur a secrètement pris ma carte de crédit pendant que je dormais. Au matin, 11 000 $ manquaient, utilisés pour un voyage en première classe au Japon et des cadeaux coûteux avec notre cousine. Une semaine plus tard, elle est revenue. Papa a dit, arrête de prétendre qu'elle n'aurait jamais touché à ton argent. J'ai simplement souri à cause de la carte qu'elle a utilisée. Je me suis réveillé à la faible lueur bleue de l'écran de mon téléphone qui éclairait la table de chevet. Au début, j'ai cru que ce n'était qu'une autre notification de spam, mais le bourdonnement ne s'arrêtait pas. Encore à moitié endormi, j'ai tendu la main, plissant les yeux devant le flot de messages de mon application bancaire, 10, 11, 12 transactions, tout entre 3h07 et 3h28 du matin. Au début, mon cerveau ne pouvait même pas l'assimiler, 1 200 $ chez une compagnie aérienne, 2 800 $ dans une boutique de luxe à Tokyo, 3 100 $ dans une bijouterie haut de gamme, puis quelques petites dépenses, si l'on peut qualifier 600 $ de petites, dans des boutiques de cadeaux et des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Mon estomac s'est noué. Je me suis redressé d'un coup, la froide prise de conscience m'envahissant comme de l'eau glacée. J'ai attrapé mon portefeuille dans le tiroir du bureau. Vide. L'emplacement de ma carte de crédit était vide. Je ne vivais pas avec des étrangers. Je vivais avec ma famille. Ma jeune sœur, Claire, était chez moi depuis quelques semaines qui s'était transformée en 2 mois. Soi-disant, elle était entre 2 emplois et avait juste besoin d'un endroit où dormir. J'avais payé les courses, les factures, et même ses Uber parce que les transports en commun la stressaient. Et maintenant, ma carte avait disparu. J'ai descendu le couloir en titubant, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il secouait mes côtes. Sa porte était fermée, le faible bourdonnement de son chargeur de téléphone était le seul son. J'ai frappé 1 fois, 2 fois. Rien. J'ai poussé la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Lit vide, pas de Claire. J'ai vérifié la cuisine. Sombre. La salle de bain. Vide. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Au lever du soleil, j'avais ma réponse. La story Instagram de Claire, horodatée à 4h02 du matin, la montrait souriante à l'aéroport avec notre cousine Paige, toutes deux tenant des cartes d'embarquement. La légende disait, première classe pour Tokyo, bébé. Quand la vie est trop courte, rends-la luxueuse. Ma mâchoire s'est crispée si fort que ça faisait mal. À midi, ma banque a confirmé que le total des dépenses s'élevait à un peu plus de 11 000 $. J'ai bloqué la carte et fait une déclaration de fraude, mais pendant tout ce temps, une colère plus profonde couvait non seulement contre Claire, mais aussi contre le fait que je savais exactement comment cela allait se passer à son retour. Et je ne m'étais pas trompé. Une semaine plus tard, elle a franchi ma porte d'entrée comme si elle était juste partie pour une escapade de week-end, traînant derrière elle 2 énormes valises de marque. Paige n'était pas avec elle, apparemment toujours en train de s'éclater à Kyoto. Claire sentait le parfum cher et le champagne hors taxe. Avant même que je puisse parler, papa, qui était venu la chercher, s'est avancé, me jetant ce regard de parent déçu. Arrête de prétendre, a-t-il dit sèchement. Elle n'aurait jamais touché à ton argent. Tu as toujours été paranoïaque à son sujet. Je n'ai pas discuté. J'ai juste souri, à cause de la carte qu'elle avait utilisée. Pour vraiment comprendre pourquoi le fait que ma sœur ait pris ma carte de crédit au milieu de la nuit n'était pas juste une erreur ponctuelle, il faut connaître l'histoire. Claire a été la princesse intouchable de la famille depuis le jour de sa naissance. Je n'exagère pas. Si elle voulait quelque chose, elle l'obtenait, peu importe à quel point c'était imprudent ou égoïste. Et si quelqu'un la critiquait, elle devenait soudainement l'âme fragile qui ne supportait pas la négativité. Pendant ce temps, j'étais le responsable désigné. Celui qui avait de bonnes notes sans qu'on le lui demande. Qui a trouvé un travail à 16 ans pour payer sa propre facture de téléphone. Qui évitait les ennuis parce que je savais que les ennuis me retomberaient dessus. Papa aimait m'appeler stable, ce qui semble gentil jusqu'à ce que vous réalisiez que c'était juste un code pour dire « on peut prendre chez toi sans s'inquiéter que tu te plaignes ». À 23 ans, j'avais un emploi stable en informatique et mon propre appartement de 2 chambres. Claire avait 21 ans et en était déjà à son 3e parcours professionnel. Elle avait fait 6 mois de community college avant de prendre du temps pour se trouver, puis avait essayé l'école de cosmétologie avant de décider que la beauté était trop superficielle, puis avait quitté un emploi dans un café parce que la direction ne correspondait pas à son énergie.
Devinez qui a payé son loyer quand elle était entre deux revenus? Devinez qui a mis des courses dans son réfrigérateur quand elle a dit que son chèque de paie avait été retardé? Devinez qui s'est porté garant pour sa dernière carte de crédit parce que la banque était injuste à propos de son historique? Oui, moi. Et voici le comble, rien de tout cela n'a jamais compté comme de la générosité à ses yeux. C'était simplement ce que la famille fait, ce qui, curieusement, ne semblait s'appliquer que lorsqu'elle avait besoin d'aide. 2 mois avant le coup de Tokyo, Claire m'a appelé en pleurant à minuit. Elle s'était disputée avec sa colocataire et avait besoin d'un endroit où dormir juste pour quelques nuits. J'ai dit d'accord. J'avais une chambre d'amis et, malgré tous les signaux d'alarme que j'avais appris à ignorer, je me suis dit que ce serait temporaire. La première nuit s'est transformée en 5e nuit. Puis 2 semaines. Puis elle a commencé à parler de mon appartement comme de notre endroit. La première fois que je l'ai vu ouvrir mon réfrigérateur et boire le reste de mon lait d'avoine sans demander, j'ai su que j'avais fait une erreur. Mais le vrai signe avant-coureur est venu quand j'ai remarqué que des colis arrivaient à son nom. Des colis chers, des marques de maquillage haut de gamme, des baskets de marque, des choses que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand je lui ai demandé comment elle payait pour ça, elle a ri. Oh, ne t'inquiète pas. Je gère. Traduction, elle accumulait des dettes sur une nouvelle carte ou tenait un compte qu'elle s'attendrait plus tard à ce que quelqu'un d'autre, ou probablement moi, règle. Avance rapide jusqu'à la nuit avant qu'elle ne vole ma carte. Nous nous étions à peine parlé de la journée parce que je travaillais tard sur un projet. Vers minuit, j'ai finalement fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Elle était encore réveillée, affalée sur le canapé, faisant défiler Instagram avec Paige sur FaceTime. Paige, notre cousine, est la complice de Claire. Elle est du même genre, habituée au confort, attendant du soutien et évitant toute responsabilité personnelle. Mettez-les ensemble et vous obtenez une tempête parfaite de mauvaises décisions. J'ai entendu juste assez de leur conversation pour savoir qu'elles parlaient de s'évader et de s'éclater, mais j'ai pensé que c'était juste leur discours fantaisiste habituel. Claire avait moins de $100 sur son compte. Elle ne pouvait même pas payer sa facture de téléphone le mois dernier sans m'emprunter de l'argent. À 3 heures du matin, pendant que j'étais endormi dans ma chambre, elle est entrée, a pris mon portefeuille sur mon bureau et a pris ma carte de crédit comme si c'était un stylo qu'elle avait besoin d'emprunter. Les images de la caméra de sécurité du couloir de l'appartement l'ont montré plus tard sortant sur la pointe des pieds avec sa valise, rejoignant Paige en bas et se dirigeant directement vers le VTC qui les a emmenés à l'aéroport. Quand papa m'a dit d'arrêter de prétendre qu'elle ne toucherait jamais à mon argent, ce n'était pas seulement de l'ignorance. C'était le même schéma que j'avais vécu pendant des années. Quand Claire a accidenté la voiture de papa à 19 ans en envoyant des SMS au volant, il lui a dit qu'elle avait eu de la chance d'être en vie et lui en a acheté une plus récente parce que l'ancienne avait de mauvais souvenirs. Quand elle a dépensé $4000 de ses économies pour une semaine à Miami, il a dit « On ne peut pas mettre un prix sur les expériences de la vie ». Quand elle a perdu un emploi dans la vente au détail pour avoir manqué 3 services, il l'a emmené déjeuner pour lui remonter le moral. Mais moi? Quand j'ai une fois dépassé mon découvert de $40 à l'université parce que mon chèque de paie a été posté en retard, papa m'a fait un sermon de 20 minutes sur la discipline financière et le fait d'être un adulte. Alors, quand je me tenais là, papa me dévisageant et Claire souriant narquoisement juste derrière lui, je savais qu'il ne servait à rien de discuter, à rien d'expliquer que j'avais les relevés bancaires, les eurodatages, les publications Instagram. Il ne l'entendrait pas. Pour lui, Claire n'était pas seulement innocente, elle était incapable d'être coupable. Et moi? J'étais le frère aîné paranoïaque qui devait apprendre à laisser tomber. Mais voici la partie que personne dans ma famille ne savait. Cette carte de crédit qu'elle a prise n'était pas n'importe quelle carte. C'était une carte professionnelle 789 liée directement à mon activité secondaire de consultant en informatique, celle que je développais discrètement depuis 2 ans. Et elle avait des mesures de sécurité que Claire ne pouvait absolument pas comprendre. Au moment où elle l'a utilisée pour les billets de première classe, j'ai reçu une alerte non seulement de la banque, mais aussi de mon propre système de suivi. Et chaque transaction qu'elle a effectuée par la suite a été enregistrée, géolocalisée et étayée par des données de commerçants qui lui auraient fait tourner la tête. En d'autres termes, j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Et je n'allais pas seulement récupérer mon argent. J'allais m'assurer que ce soit la dernière fois qu'elle, ou n'importe qui dans ma famille, essaie quelque chose comme ça à nouveau. Une semaine après le retour en coup de vent de Claire du Japon, l'atmosphère dans mon appartement était radioactive.
Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas expliqué. Elle a simplement agi comme si elle avait été en escapade de week-end rapide au lieu d'un voyage en première classe dans 2 pays financés par des frais non autorisés. 101 112 Papa n'en démordait toujours pas. Il passait tous les 2 jours pour prendre de ses nouvelles, ce qui signifiait en réalité me lancer un regard noir comme si j'étais le méchant pour être froid avec ma pauvre sœur. Ce vendredi-là, j'ai décidé que j'en avais fini. Fini de jouer la personne de la famille sur qui on pouvait toujours compter pour une aide financière. Fini de me mordre la langue pendant que Claire et Pêche flottaient dans la vie avec l'argent des autres. Fini de la dévotion aveugle de papa pour sa petite fille. Alors, j'ai préparé le terrain. J'ai dit à Claire que j'avais commandé des plats à emporter pour nous tous, ses sushis préférés, du genre trop cher qui vous fait vous demander s'il est même légal de facturer autant pour du poisson cru. J'ai dit à papa qu'il devait venir aussi, puisque nous devions mettre les choses au clair. Ils sont tous les 2 arrivés pile à l'heure. Claire portait un peignoir en soie et des pantoufles de marque à $900, exactement celles qu'elle avait achetées à Ginza, Tokyo. Papa portait son jean et son polo habituel, ce froncement de sourcils désapprobateur déjà chargé et prêt. Nous nous sommes assis autour de ma table à manger, les récipients de plats à emporter fumant au milieu. Je les ai laissés manger pendant quelques minutes avant de me pencher en arrière sur ma chaise et de dire, alors, à propos des $11 000 que vous avez dépensés avec ma carte professionnelle. Claire a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient tomber. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus? Je t'ai dit que je n'ai pas touché à ton argent. Arrête d'inventer des histoires. Papa est intervenu immédiatement. Assez, Alex. Nous n'allons pas recommencer avec ces absurdités. J'ai souri. Bien. Nous n'allons pas en discuter. Nous allons le prouver. Dessous la table, j'ai sorti mon ordinateur portable. J'avais déjà préparé le rapport du système de suivi de ma carte, chaque achat qu'elle avait fait, avec les noms des commerçants, les eurodatages et les images de vidéosurveillance des vendeurs qui étaient plus qu'heureux de les envoyer quand j'ai expliqué que cela faisait partie d'une enquête sur des transactions non autorisées. La première image est apparue à l'écran, Claire et Pêche au salon de première classe de LAX, flûte de champagne à la main, carte d'embarquement bien visible. Heure, 3h58 du matin. Papa s'est figé au milieu d'une bouchée. Les baguettes de Claire ont cliqueté sur la table. Clic. Diapositive suivante. Claire passant ma carte au magasin hors taxe de l'aéroport de Handa, les bras chargés de sacs de luxe. Heure, 17h12, heure du Japon. Clic. Une autre. Elle achetant ces mêmes pantoufles à $900 qu'elle portait actuellement. Tu veux que je continue? Ai-je demandé, ma voix calme mais assez forte pour faire sursauter Claire. Papa a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Non. Tu m'as dit d'arrêter de prétendre toute la semaine, alors mettons tout à plat. Je n'ai pas seulement bloqué la carte. J'ai déposé une plainte officielle pour frais non autorisés, ce qui signifie que la banque a déjà annulé les frais et que la police a une copie de ce rapport. Le visage de Claire a perdu toute couleur. Tu as appelé les flics? Tu as fait des achats sans ma permission, ai-je dit sèchement. Sur un compte professionnel, ce qui, soit dit en passant, entraîne de graves conséquences juridiques. Tu as fait des achats sans permission et mis en péril mes moyens de subsistance. Papa a frappé la table de sa main. Alex, c'est la famille. On n'implique pas la police dans les conflits familiaux. J'ai ri un rire sec et amer. La famille? Tu veux dire la même famille qui a passé des années à me faire porter un fardeau financier et émotionnel constant tout en défendant chacune de ses erreurs? La même famille qui m'a dit d'arrêter de prétendre au lieu de me croire quand j'avais des preuves en main? La voix de Claire s'est brisée, la fausse confiance s'évanouissant enfin. Je peux te rembourser. Je me suis penché en avant. Non, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas $11 000 et tu ne les auras pas. C'est pourquoi tu vas faire tes valises ce soir et sortir de mon appartement. Et toi, papa, je me suis tourné vers lui, le regardant dans les yeux, tu n'es pas le bienvenu ici tant que tu ne pourras pas admettre ce qu'elle a fait et t'excuser de t'être rangé contre moi. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu fais une erreur. C'est ta sœur. Non, ai-je dit en me levant, ma voix s'élevant pour la première fois. C'est une adulte qui a été autorisée à compter sur les autres au lieu de gérer ses propres responsabilités parce que vous ne l'avez jamais mise face aux conséquences. Eh bien,
félicitations. Elle est sur le point de l'être. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée du rapport de police 131 415, le numéro de dossier officiel de l'enquête de la banque et une liste de toutes les transactions qu'elle avait effectuées. Si vous pensez que je bluffe, n'hésitez pas à appeler le détective dont le numéro est en bas. Il attend votre appel. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle repoussait sa chaise de la table. Tu ruines ma vie. Je me suis écarté, montrant la porte. Non, Claire. Je m'assure simplement que tu n'interfères plus dans ma vie. Elle s'est précipitée dans la chambre d'amis pour commencer à faire ses valises. Papa est resté assis un moment, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Puis il s'est levé, a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais sans cœur, et l'a suivi. Alors que la porte claquait derrière eux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un contrôle absolu et inébranlable sur ma propre vie. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que ce n'était que le début. Pendant les 24 premières heures après que j'ai mis Claire et papa à la porte, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Claire a commencé par des textos, tu réagis de manière excessive. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu le regretteras. Quand ça n'a pas marché, elle est passée aux messages vocaux, mi-pleurant, mi-criant. Tu as retourné toute la famille contre moi. Papa est tellement bouleversé qu'il n'a pas mangé de la journée. Bien. Qu'il expérimente pour une fois ce que c'est quand quelqu'un d'autre ne lui fournit pas tout. Le lendemain matin, papa lui-même appelait. Je l'ai ignoré. Puis sont venues les tentatives de culpabilisation via maman, que je n'avais même pas vues depuis des semaines. Tu ne peux pas simplement abandonner les poursuites? Ça nous déchire. C'est ta seule sœur. Vous devriez vous soutenir mutuellement. La soutenir? Je le fais depuis que nous sommes adolescents. La seule chose que Claire ait jamais soutenue, ce sont ses propres mauvaises habitudes. 2 jours plus tard, les vraies conséquences ont commencé. Le détective Harris, du service chargé des affaires financières, a appelé pour confirmer qu'ils avaient officiellement contacté Claire. Elle avait 2 options, rembourser la totalité du montant et signer un aveu de culpabilité, ou faire face à des accusations. En entendant cela, je m'attendais à une nouvelle vague de supplications de sa part. Au lieu de cela, j'ai eu le silence, ce qui était presque pire. Cela signifiait qu'elle se débattait. Bien sûr, Paige m'a appelé le lendemain matin. Paige ne m'appelait jamais à moins de vouloir quelque chose. Alex, commença-t-elle, en essayant ce ton faux et amical. Claire panique. Si elle tombe pour ça, elle ne trouvera plus jamais de travail. Je l'ai laissé parler pendant une bonne minute avant de l'interrompre. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de mener cette activité sans permission. Oh, et Paige? Si j'étais toi, je supprimerais ce paquet de photos de Tokyo avant que la police ne commence à demander comment tu as payé ton billet. La ligne est devenue silencieuse. Cet après-midi-là, maman s'est présentée à ma porte sans prévenir. Elle n'a pas frappé, elle est juste entrée comme si elle en avait encore le droit. Ses premiers mots n'ont pas été « Bonjour, où on peut parler ?» Il séjourne dans un motel, a-t-elle dit. C'est horrible. Tu as humilié ta sœur. Je me suis juste appuyé sur le comptoir, la regardant comme si je ne l'avais jamais vue auparavant. Humilié? Non, maman. J'ai clarifié les faits. C'est tout. Tu aurais pu gérer ça discrètement, a-t-elle dit, sa voix tremblant de ce mélange étudié de honte et de déception. Les affaires de famille ne devraient pas être publiques. Elles ne sont publiques, ai-je rétorqué, que parce que Claire a fait pour 11 000 $ d'achats documentés sans autorisation. Elle voulait un traitement de première classe. Maintenant, elle l'obtient. Le visage de maman s'est crispé. Ton père pense que tu es allé trop loin. J'ai souri. Mon père n'est pas le bienvenu ici tant qu'il n'admettra pas qu'il avait tort. Et s'il continue d'appeler le détective pour clarifier les choses, il va se retrouver à expliquer pourquoi il défendait des actions faisant l'objet d'une enquête judiciaire. Cela l'a empêché de continuer. En moins d'une semaine, la famille s'est scindée en 2 camps. D'un côté, papa, maman et les 2 cousines qui avaient toujours été collées à Claire. Ils m'ont dépeint comme le frère aîné froid et ingrat qui avait vendu sa propre sœur. De l'autre, ma tante, mon oncle et une poignée de parents qui observaient discrètement cette dynamique depuis des années.
Ils m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils étaient fiers de moi d'avoir enfin pris ma défense. L'oncle Rob a même admis, nous savions tous que Claire était hors de contrôle, mais personne ne voulait être le premier à le dire. Le vrai coup de théâtre est arrivé 2 semaines plus tard. Claire s'est présentée à mon immeuble, non pas pour s'excuser, mais pour négocier. Elle portait un jean et un sweat à capuche, aucune marque de créateur en vue, et elle avait l'air petite. Il propose de tout laisser tomber si je te rembourse dans 6 mois, a-t-elle dit en évitant mon regard. Mais j'ai besoin que tu leur dises que tu es d'accord avec ça. Je n'ai même pas hésité. Tu peux envoyer les paiements par l'intermédiaire de mon avocat. Je ne parle pas en ton nom, et je n'adoucis rien. Tu fais ça officiellement, ou tu fais face aux accusations. Sa mâchoire s'est crispée, ses yeux vitreux. Tu en as vraiment fini avec moi, n'est-ce pas? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Claire, j'en avais fini avec toi à la seconde où tu as pris ma carte. Ça. Ce n'est que de la paperasse. Elle est partie sans un autre mot. 3 mois plus tard, l'affaire était classée. Elle avait rassemblé l'argent par Dieu sait quel moyen, signé l'aveu, et la fraude était officiellement inscrite à son casier. Papa ne m'a plus regardé dans les yeux depuis. Et ma vie est plus calme, plus sereine, plus riche non seulement financièrement, mais d'une manière dont je n'avais pas réalisé que j'avais faim. Plus de coups frappés à l'improviste. Plus de prêts qui ne sont jamais remboursés. Plus de marche sur des œufs autour du sentiment de droit de quelqu'un d'autre dans ma propre maison. Pour la première fois depuis des années, la seule personne en charge de mon argent, de mon espace et de ma paix, c'est moi. Cela fait 6 mois depuis la nuit où j'ai fait glisser ce rapport de police sur la table. Claire n'a pas remis les pieds dans mon appartement depuis. Papa envoie encore de temps en temps un texto passif-agressif, j'espère que tu es fier de toi. Mais le fait est que je le suis. Pour la première fois de ma vie, je ne vis pas en mode gestion de crise. Je n'attends pas la prochaine urgence que, comme par magie, seul moi peux résoudre. Je ne fais pas de budget en fonction de l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Et plus important encore, je ne me sens plus coupable de me mettre en premier. En y repensant, c'est presque risible de voir combien de temps j'ai laissé ce cycle durer. Des années à me dire, c'était juste pour cette fois, que c'était plus facile de payer la facture que de commencer une dispute, que la famille est de la famille, même quand la famille vous impose un fardeau financier constant. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent jamais que vous réalisiez, si vous ne posez pas de limite 161 718, ils continueront à déplacer les poteaux de but jusqu'à ce que vous soyez méconnaissable à vos propres yeux. Ils ne s'arrêtent pas parce que vous avez été généreux. Ils s'arrêtent parce que vous leur avez rendu impossible de continuer à prendre. Et au moment où vous tracez cette ligne, ils vous traiteront d'égoïste, parce que vous avez coupé leur approvisionnement. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Paige à l'épicerie. Elle s'est figée comme si elle avait vu un fantôme. J'ai souri, dit bonjour, et continué mon chemin. Elle s'attendait probablement à ce que je lui demande des nouvelles de Claire, que je montre une certaine curiosité persistante. Je ne l'ai pas fait, parce que je m'en fiche sincèrement. Le casier de Claire signifie qu'elle ne peut plus obtenir certains emplois maintenant, ce qu'elle appelle sûrement injuste. Elle publie toujours sur Instagram, ce ne sont plus des salons de première classe. Ce sont des trouvailles de friperie et des soirées vin bon marché. Ces légendes sont pleines de citations sur le fait de recommencer à zéro, mais je connais la vérité. Ce n'est pas une réinvention. C'est la réalité qui la rattrape enfin. Je ne ressens aucune satisfaction dans ces difficultés, mais je ne porte pas non plus le stress qu'elles engendrent. Les actions ont des conséquences. Et pour une fois, elles sont tombées là où elles devaient. Il y a quelques jours, j'étais assis sur mon canapé, les pieds en l'air, l'ordinateur portable ouvert sur mon prochain gros contrat client. Mon téléphone a vibré. Un email de la banque confirmant qu'un paiement de 7 800 $ venait d'arriver sur mon compte. Le dernier versement de Claire. J'ai fixé ce chiffre un instant, puis j'ai ri. Pas parce que j'avais besoin de l'argent, je m'en sors mieux que jamais, mais parce que cela ressemblait au dernier clou dans un cercueil que je construisais depuis des années. Pas pour Claire, mais pour l'ancienne version de moi. La version qui se pliait en 4 pour maintenir la paix. Qui confondait la facilitation avec l'amour. Qui pensait que dire non était la même chose que de trahir sa famille. Qui croyait que ma valeur se mesurait à la quantité que je pouvais donner avant de craquer. Cette personne est partie. Le nouveau moi?
Je garde mes portes verrouillées, mes alertes bancaires activées et mes limites en place. Je vis dans un espace qui est le mien dans tous les sens du terme, financièrement, émotionnellement et physiquement. J'ai arrêté d'expliquer mes choix à des gens qui ne sont contrariés que parce qu'ils ne peuvent plus profiter de moi. Et si papa, Claire, ou n'importe qui d'autre de ce côté de la famille essaie à nouveau de tester ses limites, je n'aurai pas besoin de preuves ou d'un rapport de police pour y mettre un terme. Il suffira d'un seul mot. Non. Parce que j'ai appris la vérité la plus libératrice qui soit, je ne suis pas leur filet de sécurité. Je ne suis pas leur plan de secours. Je ne suis pas leur dernier recours. Je ne serai jamais leur distributeur automatique de billets.